vous remercie de m'accueillir. Je me pose vraiment des questions sur, comment dire, l'incongruité de ce que je vais vous présenter après les deux premières conférences. Oui, je trouve que c'est en plein décalage. C'est tellement loin comment dire, des modes de pensée et du concret des sujets qu'on vient de voir. Donc je vous prie de m'excuser. Je me sens un peu... Comment je dirais-je? Tu l'as deviné, c'est plutôt nous qui allons nous sortir un peu. Ouais. Voilà, c'est un peu inconfortable, honnêtement. Alors, ce que, en fait, je voudrais vous présenter, c'est un travail que j'ai entrepris il y a 10 ans, quand j'ai découvert à Vienne, au musée Liechtenstein, qui est une ancienne collection princière, 2 panneaux que voici, qui sont peints sur bois, qui apparemment sont la première moitié du XVIe siècle. L'un est en très mauvais état, vous voyez qu'il est tout écaillé, il perd une partie de sa lisibilité parce qu'il est très abîmé. Le second panneau est plus étroit et apparemment plus lisible. Ils sont apparemment aussi l'œuvre d'une même main, d'un même artiste, d'un même peintre, qui sans doute travaillait au nord de l'Italie. On précisera tout ça au fur et à mesure de mon exposé. Et depuis le XVIIIe siècle, ces 2 panneaux sont documentés comme toujours ensemble, comme s'ils faisaient partie de 2 parties d'un même objet. Ils proviennent en fait des princes de Liechtenstein, et dès 1712, ils sont mentionnés dans les inventaires. À partir de cette date, en fait, ils ne vont plus bouger de cette collection et ils vont passer dans le patrimoine public, effectivement, au XIXe siècle. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à un tout petit peu voir de loin. Premier panneau, on a au milieu une femme qui est en fait une allégorie de la musique, alors que le second panneau, on voit au centre une autre figure importante qui est Apollon, entouré des muses. Alors, si on regarde la bibliographie, ce que je fais toujours, moi, chaque fois que j'étudie quelque chose, je regarde qui a écrit sur cette question, qui a fait l'effort de faire des mentions ou des commentaires sur l'œuvre. Et dans le domaine, en tout cas, des images musicales, puisqu'on voit bien que c'est 2 thèmes musicaux, même au premier regard, j'ai pu trouver que 2 chercheurs ont mentionné ce double tableau. Le premier, c'est l'incontournable Albert Pomme de Mirimonde, qui a tant écrit sur l'iconographie musicale au milieu du XXe siècle. Et Mirimonde, dans un article donc, qui s'appelle Les allégories de la musique, mentionne ces panneaux, et pour lui, ce sont les 2 faces d'un cassone. Qu'est-ce que c'est un cassone? C'est en fait un coffre. Alors, la deuxième chose qu'il dit, c'est que y aurait sur le premier, c'est-à-dire celui du haut, la figure de 2 théoriciens. Bon, déjà, vous allez voir que moi je vais pas mal déconstruire ces 2 choses qu'il nous raconte. Je suis d'accord ni avec la première chose, je vais montrer que c'est pas un cassone, et deuxièmement qu'il n'y a pas 2 théoriciens, mais bien 3. Deuxième personne qui a commenté ces œuvres, Gabriele Frings, qui est en fait une Autrichienne, qui en 1996 fait un article sur l'allégorie de la musique de Dosso Dossi, qui est un peintre italien très connu, et elle va nous en parler longuement, et je vais revenir sur son travail. Alors, cette Gabriele Frings, en fait, elle s'appuie sur une première image qui est celle qu'on trouve dans le traité de Franchino Gaffuri, la Theoria de la musique, la théorie de la musique, qui est publiée en 1482, et où elle nous dit que Gaffurio, dans ce traité,
a convoqué en quelque sorte deux inventeurs de la musique, c'est-à-dire Jubal et Pythagore. Elle ajoute dans la planche que vous voyez, qui est ici, en fait, on voit que Jubal est passif, il ne fait rien, il écoute les marteaux frapper sur l'enclume, mais il ne s'intéresse pas du tout aux expériences, en fait, qui vont être faites par Pythagore, où on voit que Pythagore manipule toutes sortes de choses, des vers musicaux, des cloches, des cordes, des flûtes, et que chaque fois, quand il manipule ces objets, Pythagore, on voit qu'il y a des intervalles qui sont indiqués sur l'estampe. Alors, elle nous dit aussi, Frink, que cette façon de représenter les inventeurs de la musique contraste beaucoup avec ce qu'on avait fait jusque-là, où l'allégorie de la musique était toujours représentée par une femme qui jouait un petit orgue, et à ses pieds, il y avait régulièrement, en fait, comme vous le voyez très bien ici, l'image, en fait, de Jubal. Jubal en train de frapper l'enclume, qui va donner donc à entendre les sons de la gamme. Ce qui est curieux, c'est quand on lit le texte de Madame Frinks, c'est que, alors que nous, on voit qu'il y a trois personnages masculins, eh bien, elle en a zappé, complètement dans ses commentaires, justement, Jubal. Elle croit que Jubal, c'est Guido d'Arezzo. Donc, elle se mélange les pieds dans le tapis. Elle n'en cite que deux, et elle confond, elle croit voir ici Jubal. Voilà, donc vous voyez que déjà de faire l'état de la question d'un sujet, quand on commence à travailler sur un document visuel, c'est essentiel de relire ce que les gens ont dit et de se faire sa propre opinion, puisque on va découvrir que c'est pas vraiment ça. Alors je crois que en plus Madame Frinks, elle n'a pas eu la chance comme moi de voir ces deux panneaux des visus sur place en les observant de près. Je pense que si elle avait pu les examiner, elle aurait vu que au-dessus de chaque personnage, dans le noir, c'est très dur à lire, mais en éclairant bien, vous verrez tout à l'heure que le nom des personnages est écrit en fait. C'est très difficile à lire, mais il y a leur nom dans l'arcade qui permet de les identifier. Alors, Madame Frink, malgré cette erreur incompréhensible, elle présente en même temps que ces panneaux une estampe qui vient de ce traité de Reich qui s'appelle Margarita Philosophica, dans lequel il y a la figure de la musique, de l'allégorie de la musique, avec toute une conception en plus sur les différents aspects de la musique. La musique théorique, spéculative, mais aussi la musique pratique. Et elle nous montre que dans l'image que vous regardez là, on a, comme disent les Allemands, Frau Musica en plein milieu, mais on a aussi un personnage qui tient ici, vous voyez une baguette qui probablement représente la danse. Vous avez à l'arrière Jubal qui est en train, ou Tubal, Jubal c'est le même personnage, qui est en train de faire son travail de forgeron sur une enclume, et donc on peut dire de créer les sons de la gamme. Et puis on a la musique pratique avec tous ces jeunes qui jouent des instruments de musique. Donc vous voyez, on a les différents aspects en fait de la musique. Alors en tout cas, je pense que en lisant ces deux travaux, c'est-à-dire Mirimonde et Frinks, on s'aperçoit que, ils n'identifient pas du tout quel était le propos de ces deux panneaux peints. Ils disent d'un côté que c'est un cassone et de l'autre, elle, je crois qu'elle dit que c'est un clavecin, ce qu'elle n'a pas du tout vérifié. D'autre part, ils lisent très partiellement les documents, puisque dans les deux cas, ils n'ont pas cité tous les personnages qu'on voyait, ils se sont trompés dans leur identification. Donc vous voyez, c'est de cette base que je suis partie en me disant, bon, essayons de regarder un peu plus attentivement ce que j'ai fait. Vous voyez que quand on rentre dans le détail du premier panneau, le plus étroit, on voit un Apollon assis jouant sa lira da braccio
Et vous voyez qu'il est dans le bois sacré des muses, hein, tel qu'on peut le lire dans les textes, évidemment, les sources littéraires. Cette lyre de bras, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument à cordes frottées à six cordes qui a une 7e corde bourdon à l'extérieur qui permet d'accompagner le chant et qui est l'instrument des humanistes, c'est-à-dire les gens très lettrés qui adoraient la poésie, se servaient de cette lyre d'abbraccio pour s'accompagner eux-mêmes en chantant des vers. Donc c'est un instrument éminemment élitaire et donc il convient bien à quelqu'un comme Apollon. Vous voyez que Apollon est assis sur une sorte de rocher et à ses pieds, je me rapproche un peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fameuse source Hippocrène qui en fait qui jaillit et qui est en fait la source de l'inspiration et qu'on trouve dans tous les textes qui nous parlent d'Apollon. Et puis vous voyez qu'à gauche il y a Pégase, ce cheval ailé, qui en frappant de son sabot la montagne a fait jaillir cette source. Vous voyez comme tout ça est assez naïvement représenté, mais enfin c'est présent en tout cas dans la peinture. À droite, on voit Pan qui joue sa flûte de Pan, hein, qui est donc mi-homme, mi-chèvre. Il joue sa fameuse flûte polycamale. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, il rappelle le fameux duel musical entre Apollon et Marsyas, entre Apollon et Pan, et qui, dans les deux cas, cherche à montrer que Apollon a la prééminence parce qu'il joue les instruments les plus intellectuels, c'est-à-dire les instruments à cordes, et notamment cette fameuse lyre de bras. D'un côté, on a la poésie musicale, on peut dire raffinée et civilisatrice, et de l'autre, on a la musique sauvage, dionysiaque de Pan. Vous voyez qu'à côté de ce petit Pan, il y a une drôle de forme un peu effrayante, comme une chose qu'on trouverait dans une forêt. Ben, en fait, c'est la représentation du mont Molus qui est témoin de ce duel dans le texte des Métamorphoses d'Ovide. Hein, et vous voyez que c'est un drôle de motif avec des espèces de branches un peu inquiétants. Hein, on a l'impression qu'il va se mettre à marcher, ce mont là. C'est assez curieux comme forme. Alors, si j'en viens aux autres figures, je me suis amusée, et vous avez le document dans ce que j'ai distribué, vous passez à la page qui est derrière, et je vous ai fait un tableau sur comment est-ce que dans la peinture en fait de la Renaissance, on a donné des emblèmes à chacune des muses. Vous savez que chaque muse, on arrive à l'identifier en fonction de ce qu'elle tient à la main, donc de son emblème. Et je vous ai fait un tableau pour qu'on s'y retrouve. Et j'ai comparé en fait le panneau quand nous étudions, hein, en regardant qu'est-ce qu'on met entre les mains de chaque muse, et puis deux sources incontournables pour les gens comme moi qui s'intéressent aux images de la musique, les fameux tarots. C'est quoi? C'est un jeu de tarot qu'on a longtemps cru être de Mantegna, mais qui n'est pas de Mantegna, qui reste anonyme pour le moment, qui sont datés vers 1470. Et ce jeu de tarot a été gravé et a inspiré plein d'artistes. Et surtout plein de formes artistiques. On va retrouver ces motifs dans la céramique, dans les objets, je ne sais pas, par exemple les objets des élites sur des petits coffrets, sur de la céramique usuelle dans laquelle on va avoir les muses. Et enfin, j'ai mis une troisième source qui paraît pour la première fois en 1593, c'est le fameux traité de Cesare Ripa qui s'appelle Iconologie, hein, ou l'art d'interpréter les choses, de montrer les vertus, de montrer en fait tous les caractères humains. Dans ce traité, qui va être beaucoup lu, qui est d'abord édité en italien et qui ensuite va avoir une version française au milieu du XVIIe siècle à Paris, ce fameux traité de l'iconologie de Ripa, il nous donne pour chaque caractère, chaque tempérament, chaque muse, quel emblème les peintres doivent lui mettre entre les mains. Et ce traité de Ripa a servi aussi bien aux gens de théâtre, aux hommes de lettres,
aux créateurs d'opéra, aux peintres, aux graveurs. C'était un outil quand ils se disaient « Ah là là, il faut que je représente, je ne sais pas moi, Pan, qu'est-ce que je vais lui mettre entre les mains ?» hein. Et quand ils lisaient ce livre, on leur expliquait ce qu'il fallait mettre dans les mains de la figure en question. Donc j'ai comparé et j'ai essayé de me rendre compte si le panneau peint dont je vous parle s'était plus ou moins inspiré de ces fameux tarots ou de Ripa. Hein, donc voilà, c'est à méditer. On va voir que dans beaucoup de cas, il va s'inspirer des tarots. En tout cas pas pour Apollon. Vous voyez que l'Apollon peint, il a un instrument, on peut dire, contemporain, moderne, la lyra da braccio, alors que dans le tarot, on voit qu'il tient un rameau et il est assis, flanqué de 2 cygnes, qui, vous le comprendrez tout à l'heure, est en fait le symbole de la musique. Parce que le chant du cygne, c'est le chant que le cygne extériorise quand il meurt, qui est magnifique, qui n'existe qu'une fois, hein, quand le cygne va disparaître. Et c'est devenu, dès le XVe siècle, en fait, XIIIe, XIVe, XVe, le symbole en fait de la musique. Alors donc notre Apollon, il ne se sert pas trop des tarots. En revanche, on voit que, bon, par exemple pour Uranie, c'est un globe terrestre, c'est pas une sphère armillaire, mais bon, on n'en est pas très loin. Quand on regarde par exemple Calliope, eh bien elle tient en fait ce qui est un Posaune en allemand, nous on dit un trombone, alors que dans le tarot elle a une sorte de plutôt de cornet droit ou en tout cas de trompe. Melpomène, dans le tableau elle a une flûte, alors qu'on voit que dans le tarot c'est une petite trompe d'appel. On voit en fait qu'il y a des variantes, que ça n'a pas été suivi de très près. Si je passe maintenant à Polymnie, eh bien, vous voyez que dans le tarot, l'orgue est minuscule, c'est un orgue portatif, alors que ici, dans notre tableau, c'est un orgue positif de table, avec des soufflets et avec un petit couteau qui est ordonnateur du vent, puisqu'il faut quelqu'un qui actionne le vent dans les soufflets. Et alors, je vous ai mis en même temps une estampe de Dürer, parce que je trouve que la coiffure de la figure féminine ressemble un petit peu à ce qu'on trouve chez Dürer. Vous voyez que c'est une estampe qui est probablement de 30 ans antérieure à notre panneau peint. Si maintenant je regarde Clio, eh bien Clio elle tient un livre dans notre peinture, hein, alors que vous voyez que dans ce tarot, en fait, c'est pas tout à fait un livre, c'est plutôt une feuille. Je ne sais plus, je ne vois pas très bien avec toute ma buée, je ne vois même rien du tout. Et là encore, je vous ai mis une estampe qui a été citée par certains des auteurs que j'ai mentionnés dans la biblio, et où on voit que, là encore, la coiffure, en fait, a des réminiscences de l'art des Pays-Bas du Nord. Hein, comme si l'artiste qui est en train de nous peindre les panneaux avait une culture, on peut dire, européenne. C'est-à-dire il pioche dans des sources italiennes, mais il pioche aussi dans des estampes qui ont circulé dans les Pays-Bas, alors soit du sud, soit du nord, mais en tout cas aux Pays-Bas. Alors je continue mon petit parcours, il y a des variantes, vous voyez que par exemple Terpsichore, elle tient plutôt un luth, alors que dans le tarot c'était une guiterne, et enfin notre Terpe, c'est une flûte droite, alors que dans le tarot, elle a ce qu'on appelle un aoulos double à 2 tuyaux, qui est en fait un instrument à hanche. Alors, je me suis posé la question, l'artiste qui nous concerne aujourd'hui, est-ce qu'il a vu, par exemple, des gravures qui représentaient le Parnasse de Raphaël, hein, parce que vous voyez que le Parnasse de Raphaël n'est pas du tout composé de la même manière. Il y a évidemment Apollon sur la même colline, avec le même bois sacré, avec la même lyre du poète qui s'accompagne, mais on voit que la grande différence entre les deux inspirations, c'est que Raphaël va représenter des instruments antiques entre les mains de ses muses. Il fait un peu œuvre d'antiquaire, c'est-à-dire il montre lyre, cithare, aoulos double, ce que ne fait pas notre peintre des panneaux que je vous présente.
Donc c'est déjà une assez grande différence. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur, non pas Apollon, mais l'allégorie de la musique, qui est donc le panneau le plus large, le plus abîmé, un peu difficile à lire. Et je me suis intéressée évidemment au motif central, c'est-à-dire Madame Musique, vous voyez, elle tient une lyre, elle tient un livre, elle est flanquée de deux étranges animaux qui sont en fait des cygnes, et elle est plus largement flanquée de deux grands panneaux qui ont l'air de représenter quelque chose. Donc, je me suis intéressée à comment on avait représenté Madame Musique dans les mêmes années, et vous voyez que à gauche, je me suis intéressée à ce Juste de Gand, qui était donc un artiste du Nord qui a travaillé en fait chez le duc d'Urbain, parce que vous voyez qu'il représente Madame Musique avec un élément intéressant pour nous, elle tient un livre. Vous le voyez, ce livre-là, ma photo n'est pas très très bonne. Et donc on peut se demander si, comme vous le savez, les images peintes circulent comme gravures, si le peintre de notre panneau n'a pas vu une de ces estampes. Autre relation qui m'a paru assez évidente, c'est ce manuscrit de Robert Testard, qui est ici à la Bibliothèque nationale, au département des manuscrits, et qui à l'intérieur représente une figure extrêmement connue, en tout cas encore aujourd'hui, du symbole de la musique. Et vous voyez qu'elle ne joue pas une lyre à l'antique, ici, elle joue une sorte de petit tympanon avec des baguettes, mais elle est flanquée de ces deux cygnes. Donc on voit qu'il y a une sorte de tradition de représenter Madame Musique entourée du cygne. Et puis alors le document je trouve le plus frappant dans les rapports, ou en tout cas les sources d'inspiration que notre peintre a pu connaître, il y a surtout la poésie peinte par Raphaël, toujours dans les stances de la signature, comme tout à l'heure le Parnasse. Et vous voyez que cette allégorie de la musique, elle a quasiment la même lyre, elle a quasiment le même livre. Donc on se dit, est-ce que, comme il a circulé des gravures de ce très fameux tondo, ce tableau rond, on peut se demander si notre peintre ne l'a pas eu entre les mains pour s'en inspirer. C'est quand même assez frappant le rapprochement entre les deux. Alors ensuite, je me suis évidemment tout de suite intéressée à ces panneaux qu'on voit de part et d'autre, et j'ai pu me rendre compte qu'il avait dû avoir entre les mains le traité de Gafo, un des traités de Gaforio. Je vous ai mis d'ailleurs dans la liste de mes sources, vous avez page, alors où est-ce que j'ai mis ça, page 3, je vous ai mis source théorique musicale utilisée explicitement par le peintre, tout en haut, et on voit qu'il s'est servi de la Musica Practica en fait de Gafori, et il a repris une planche, et c'est assez flagrant qu'il a dû même copier un peu servilement, comme vous le voyez, la planche en fait qui est sur le système diatonique de Guido d'Arezzo avec la proportion des tuyaux d'orgue. Et il a vraiment retranscrit carrément la planche gravée dans le traité, qui est dans le traité. Bon, pour ce qui est de l'autre planche, vous voyez comme il y a une parenté entre les deux, enfin c'est incroyable, comme s'il avait eu le document sous les yeux au moment où il faisait la peinture. Alors ensuite, j'ai essayé de comprendre quel était ce deuxième diagramme qu'on voit ici. Là c'est plus compliqué, mais on voit quand même que probablement c'est à nouveau une sorte d'application de la solmisation aux notes de la gamme qui a été transférée par le peintre de manière un peu moins structurée, un peu moins rigoureuse, mais de toute évidence, il a eu le traité entre les mains. Alors après, je me suis dit, mais ce tubal, vous voyez comme c'est dur, mais avec une lampe et tout, j'ai réussi sur place à lire Tubal. C'est très effacé dans l'arcade. C'est vous dire que c'était un peu un travail archéologique.
Et peut-être que si on faisait des radios, on le lirait très bien. Hein, ou sous lumière rasante. Bon, j'ai pas eu la chance d'avoir des analyses de laboratoire quand j'y étais. Ce fameux Jubal ou Tubal ou Tubal-Cain, en fait, il y a toute une iconographie, comme vous le voyez ici sur le campanile de Florence, qui utilise ce personnage et qui nous le montre en général avec une enclume en train de créer les sons de la gamme. C'est pas ce que nous montre notre tableau, puisque notre tableau nous le montre tenant un petit orgue. Mais vous voyez, je vous ai mis là par exemple Nino Pizzano, c'est encore un siècle plus tôt, c'est plutôt un artisan dans son atelier, Jubal. Donc on a différentes versions de ce personnage. Et il est accompagné, ce Tubal que Madame Frink n'avait même pas vu, n'avait même pas identifié, il est accompagné par Pythagore qui, vous le voyez, est en train de dessiner avec un compas probablement comment dire, la géométrie des intervalles. Il est au travail, il est en train de dessiner, vous voyez, très consciencieusement. Et cette idée que Pythagore est donc un savant qui écrit et se sert du compas, on le trouve dans certains manuscrits déjà assez anciens du XIIIe siècle. Je vous en ai mis un exemple dans ce traité d'Aphigème, là, qui est vraiment très tôt, et qui nous le montre, en train de regarder ceux qui travaillent à l'enclume. Et c'est un peu ce qu'on va voir, en fait, dans notre peinture. Alors, il y a un autre grand peintre qui a montré Pythagore. Évidemment, c'est une fois de plus Raphaël. Vous voyez, ça fait 3 fois que je vous parle de Raphaël. Dans l'école d'Athènes, il est en train d'écrire, et alors quand on zoome sur le tableau, on voit que ici, il y a une toute petite enclume, un peu comme s'il avait l'emblème de la création des sons grâce à l'enclume, même dans le tableau de Raphaël. C'est assez fascinant. Vous avez vu qu'au pied de Pythagore, en fait, il y avait 3 petits génies en train de frapper l'enclume. Et là, à nouveau, je pense que ça vient de la planche d'un autre traité de Gafouri, qui est cette fois non pas la musique pratique, mais la musique théorique. On est dans les mêmes années, 1480. Il y a eu des rééditions au tout début du siècle. C'est pour ça que dans mon document, je vous ai mis l'édition de 1512 de Gaffurio. C'est peut-être celle-là que le peintre a eu entre les mains. Et vous voyez combien c'est proche en fait d'inspiration. Il n'y a pas 5 génies comme chez Gaffurio, il n'y en a que 3, mais il y a tous les petits marteaux sur le socle. Et donc c'est vraiment très proche. Alors, là où j'ai été tout à fait estomaquée, c'est en continuant mon enquête, j'ai fini par comprendre que le peintre qui nous intéresse, il avait dû avoir sous les yeux le traité de Virdung, Musica Deutscht, puisqu'on voit que cet orgue extrêmement caractérisé qui est dans Virdung, on le retrouve dans le tableau. C'est quand même incroyable. Comme si on avait vraiment fait une sorte de coupé-collé, et voilà notre orgue, et dans Virdung, juste en dessous de l'orgue, il y a l'enclume. Or là, il y a l'enclume, mais c'est celle de Gaffury. Vous voyez le mix, en fait, de sources. C'est un patchwork, en réalité, de sources. Et plus j'avançais, plus je me suis dit, en fait, il a même piqué l'ensemble des instruments. Vous voyez comme c'est fascinant, en fait. Comment il a pris tous ces morceaux dans, finalement, 2 grands auteurs, Gaffury et Virdung. Alors, je me suis demandé à un moment si le peintre n'avait pas plutôt utilisé la version latine de Virdung, qui est en vieil allemand, et il y a une version latine qui paraît en 1536. Mais quand je regarde les planches, en fait, il y a des histoires de recto, certaines sont à l'envers, d'autres non, et je pense que c'est plutôt Virdung qu'il a pu utiliser. Alors, je continue d'avancer dans le panneau, et j'arrive à Guy d'Arezzo. Vous voyez que sous l'arcade, très difficilement lisible, j'ai déchiffré Tinus pour Aretinus, donc Guy d'Arezzo, vous voyez. Et mon personnage, là encore, est assis à table, il a la bouche ouverte,
comme si chantait ce qu'il est en train d'écrire. Et c'est une image de ce théoricien qui nous vient déjà, vous voyez, du XIe siècle. Enfin, c'est incroyable, où déjà il est à son pupitre en train d'écrire et en train de chanter ce qu'il écrit. Là encore, j'ai continué à identifier les instruments et j'ai continué à trouver du virdon partout. C'est les mêmes planches, enfin c'est incroyable quoi. Vous voyez toutes ces sources. Alors après, mon enquête se poursuit parce que en bas de ce panneau, vous voyez des choses bizarres. On voit ici par exemple des formes curieuses avec ce que je pense être en fait tout simplement un monocorde, avec les chevalets du monocorde, la corde tendue du monocorde. Et vous voyez cette inscription à peine lisible, Discantus contra tenor, de toute évidence, était représentée sur ce bord peint, en fait, également la question du monocorde et de sa théorie de la longueur des cordes. Autre détail qui m'a beaucoup intrigué, cette espèce de forme curieuse, où j'ai fini par voir que c'était un animal. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là, Et en plus, c'est très abîmé. Et je pense que c'est, alors c'est peut-être pas d'après cette estampe de Pinx, mais c'est le fameux motif du sanglier qui est l'emblème, dans Ripa, de Louis. Auditus est représenté toujours par une figure féminine qui a à côté d'elle un sanglier. Parce que le texte nous explique que c'est l'animal qui a l'oreille la plus fine. Et qu'au moindre bruissement d'une feuille, il est alerté. Vous vous rendez compte? Et on le trouve à peine visible. Là encore, on manque un peu de photos de laboratoire de ce panneau peint, mais peut-être qu'on verrait mieux son image dans les couches profondes. Alors, nouvelle partie de mon travail, je me suis dit, mais à quoi étaient destinés ces deux panneaux de bois qui, de toute évidence, n'ont pas dû naître comme ça? Et comme les premiers auteurs que je vous ai cités parlaient de clavecin, parlaient de cazzoni, c'est-à-dire ces fameux coffres de mariage qu'on offrait aux femmes de l'aristocratie, je me suis lancée dans l'analyse des mesures matérielles de ces panneaux. Et je les ai comparés, vous avez un tableau dans ce que je vous distribue, avec des mesures de couvercle d'épinettes, en sachant que, comme de toute évidence c'est une œuvre italienne, ce qu'on est en train d'étudier, j'ai pris les épinettes italiennes qui, vous le savez peut-être, ne sont pas décorées directement sur l'instrument, mais sont posées dans une boîte de protection, un coffre de protection, et c'est le coffre qui est décoré, le couvercle et le coffre extérieur. Donc j'ai regardé ces mesures d'épinettes rectangulaires conservées dans un coffre, dans le monde entier, et la première en fait image qui m'avait alertée, c'est celle que je vous montre ici, qui est en fait au musée de l'Ermitage, et c'est un tableau sur bois qui a perdu sa virginale, qui a perdu son épinette. C'est-à-dire qu'on a acheté l'épinette, probablement au XVIIe ou XVIIIe siècle, et on n'a gardé que le couvercle parce que c'était un décor d'un artiste extrêmement, c'est Bronzino, j'ai oublié de mettre le R, Bronzino qui est un artiste extrêmement recherché, et donc on a conservé le décor et pas l'instrument. On voit que les dimensions ne sont pas très éloignées. Si j'ajoute les hauteurs des deux panneaux ensemble, vous voyez, j'arrive à peu près à 47, en sachant qu'il y a peut-être eu des recoupés de mes panneaux de Vienne sur les marges. Mais on arrive à peu près à ces dimensions avec une longueur de 119 cm. C'est assez cohérent. Et après, je me suis lancée dans une comparaison plus ouverte pour le confirmer, et ça a l'air à peu près de se confirmer. J'ai fait exprès de mettre en bas, puisque certains avaient dit que ça pouvait être un décor de clavecin, les mesures d'un petit abattant de clavecin, c'est-à-dire pas l'abattant courbe, qui est le plus grand, mais le petit, comme ici, vous voyez, c'est un clavecin en fait vu de face, et on voit que ça ne correspond pas du tout au panneau de Vienne. Donc ça ne peut pas être
en fait un couvercle de clavecin. C'est bien un couvercle, probablement d'épinette. Voilà, alors j'en viens à ma partie la plus aride, ça a été d'essayer de comprendre qui était l'artiste qui a peint ça. Comment essayer de l'identifier. Et je vous ai mis dans le tableau toujours l'incroyable succession d'attributions à des peintres. Vous voyez qu'au début, on a carrément pensé que c'était Raphaël, hein, on n'était pas à ça près. Ensuite, on a été un peu plus modéré, on a commencé à dire peut-être Polidoro Cardara da Caravaggio. Alors, il se trouve que vous voyez que le centre du premier panneau porte une marque très lisible qui n'a pas été contestée par la critique d'histoire de l'art et où il y a écrit Polidoro Carvi et certains liraient même une date. Moi, j'arrive pas à la lire, mais bon, qui serait 1520. Alors, partant de cette constatation et du fait qu'on n'a pas remis en cause l'inscription Polidoro, j'ai essayé de regarder pourquoi parfois on avait prononcé, vous voyez, le nom de beaucoup Polidoro da Caravaggio. Qui est ce gars Polidoro da Caravaggio? Ben, c'est un artiste pour lequel on a beaucoup d'œuvres qui sont dans les collections royales britanniques, hein, puisque vous voyez tous ces panneaux sur bois qui sont en Hampton Court, avec des tas de motifs que j'ai essayé de regarder à la loupe. Évidemment, j'ai surtout regardé les putti, les cygnes, la figure de Pan. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des liens? Honnêtement, c'est pas du tout convaincant. Il y a quelques rapports, mais c'est pas vraiment convaincant. Alors ensuite, je me suis penchée sur l'œuvre de Léon Bruno, parce que vous voyez que c'est un nom qui a été prononcé plusieurs fois par des historiens de l'art. Et là encore, il y a quelques liens. Hein, il y a par exemple dans cette œuvre, l'allégorie de la fortune, il y a des personnages féminins qui sont assez proches, hein, en tout cas qui n'en sont pas complètement éloignés. Et donc j'ai fait tout ce travail minutieux de comparer figure à figure. Est-ce que, par exemple, mon Pan a quelques liens, mais on a tellement fait des pans dans tous les tableaux mythologiques de ces décennies. J'ai trouvé que c'était à nouveau pas très probant. Vous voyez, j'ai essayé de rapprocher le satire de ces dessins de Léon Bruno, qui sont donc à Florence, et dans une collection privée. Et c'est pas non plus totalement convaincant. Enfin, j'ai regardé la dernière hypothèse qui a été prononcée en 1995, qui serait un artiste qui, donc vous voyez, alors ce qu'on nous dit, ça serait entre Garofalo et Lorenzo Costa. Lorenzo Costa, il y a plusieurs de ses œuvres au Louvre. C'est un artiste un peu compliqué, avec des sujets très curieux, très peu réalistes. Et je trouve que finalement ce Garofalo est l'un de ceux qui a le plus de parenté, en tout cas morphologique, dans ses personnages. Regardez ce Christ, le tableau est à l'Ermitage, c'est la Samaritaine et le Christ. Et je trouve que ce personnage masculin a beaucoup à voir avec ce qu'on voit dans notre panneau. Ensuite, j'ai regardé dans les Noces de Cana, vous voyez ce visage d'homme, de jeune homme, de jeune serveur. Évidemment, la Samaritaine elle-même, est-ce qu'elle a des liens avec Frau Musica? Ben, pas mal. Et j'ai poursuivi, vous voyez, j'ai remis ce visage avec le visage d'Apollon. J'ai terminé par, dans l'allégorie de l'Ancien et du Nouveau Testament, le visage féminin. Et finalement, vous voyez, dans cette mise au tombeau, je trouve que ce personnage coiffé qui ouvre le tombeau, il ressemble pas mal, finalement, à notre Guido d'Arezzo. Et je trouve que c'est la meilleure hypothèse qui ait pu être faite. On ne peut pas être à 100% sûr. Mais voilà, on se rapproche, je crois, d'artistes qui, effectivement, ont travaillé dans cette cour de Mantoue. Et donc, ce n'est pas un hasard si, depuis le début, on sent que c'est lié à ces cours extrêmement raffinés du nord de l'Italie.
Et donc, si je conclus, on s'aperçoit qu'on arrive à assez bien cerner la chronologie, hein, on est dans les années 1520, 1530, on cerne assez bien alors l'utilité d'une telle double thématique. C'est clair que si c'est sur une épinette, ça prend tout son sens. Contrairement à ce que disent les auteurs que j'ai cités, c'est pas pour le claveciniste que c'est sympa d'avoir ces motifs, c'est plutôt pour la communauté qui va entourer le claveciniste, hein, de voir ce très bel instrument qui inspire, parce que voilà, c'est les mêmes thématiques que celles qu'on va chanter dans les madrigaux quand on se réunit en petit comité. Hein, donc c'est pour cette, puisqu'on a parlé beaucoup de public aujourd'hui, c'est pour un public choisi et qui comprend toute cette signification, on peut dire, mythologique, hein, des sources littéraires. Et enfin, donc vous voyez, par approche, on comprend mieux la destinée, une épinette, on comprend mieux les sources, on s'est servi de l'ouvrage théorique récent qui circulait, qui faisait partie de l'éducation, on peut dire, de ces sociétés élitaires, qui étaient au courant, et pour lesquelles la musique n'était pas qu'un art d'agrément, mais aussi un art intellectuel qu'on partageait. Voilà, et je m'arrête là. Merci Florence. Quel beau travail d'enquête. Tu as publié un article pour apporter ta pierre à cette succession d'attributions contestées. Oui, en fait, j'ai envie de le publier. Ah oui, il faut. Je l'avais préparé pour le Medrem de Bâle il y a un an, ouais, où je n'ai pas pu aller la veille. J'ai dû rester à la maison. Et c'est vrai que j'ai envie en fait de le publier parce que ça fait 10 ans que je rentre des documents dans ma boîte au fur et à mesure que j'ai trouvé tel ou tel détail, telle ou telle évidence. C'est donc un travail sur la durée. Et alors je remercie Jean-Claude Bateau parce qu'avant-hier, je lui ai écrit parce que sur le site de la Cité de la Musique, je ne trouvais pas les mesures de l'épinette que j'ai citée, hein, qui est dans la liste là, et qui est dans les réserves du musée de la musique. Et aussitôt, il m'a envoyé les mesures et je l'en remercie, et je trouve que ça a plutôt bien confirmé que les deux morceaux peints se rapprochent fortement des dimensions d'une épinette rectangulaire. J'ai quelques questions. Est-ce que le revers du panneau est peint aussi? Non. Mais ce qui serait, comment dire, moi ça ne m'étonne pas tant que ça, que le revers soit uni. Parce qu'en fait, on regarde ce décor quand on l'ouvre et qu'on le joue. Et sinon, on referme. Hein, donc, je trouve que, voilà, c'est pas contradictoire. Et est-ce qu'il y a des traces de charnière Alors, c'est ma question. C'est que, quand j'ai été là-bas, comme je n'avais pas fait tout ce travail, j'ai pas pensé à regarder sous lumière rasante ou à la loupe si j'avais des traces de charnière pour qu'on comprenne comment les deux morceaux étaient articulés. Oui, parce qu'on peut présenter. Et c'est mon grand regret. Voilà, et c'est mon grand regret. Comme un rabat ou comme... Tout à fait. Est-ce que c'est le rabat ou est-ce que c'est l'abattant pour fermer? C'est-à-dire le couvercle, mais après le morceau qui ferme contre le clavier. C'est encore la grande question. Je ne sais pas quand je retournerai à Vienne. Je voulais savoir, en fait, j'étais interpellé par le signe comme symbole de la musique. Est-ce que, pour que ça... c'est toujours un symbole de la musique dans l'iconographie, ou pour que ça soit un symbole de la musique, il faut être dans un contexte comme ce que vous avez présenté, c'était vraiment musique, ou il faut que l'animal soit accompagné d'un humain. Alors, ou toujours deux, que ça symbolise de la musique en fait. Oui, moi toujours deux en plus, ensuite. Non, il n'y a pas toujours deux. En fait, d'ailleurs, j'en ai montré un dans un des tarots. Hein, une des cartes de tarot où il n'y avait qu'un signe. Mais c'est vrai que la connaissance que j'en ai, c'est toujours dans des documents qui veulent montrer la musique
et où donc il y a Madame Musique, Frau Musica, et d'autres indices. Le signe tout seul ne veut pas dire la musique. Et vous avez remarqué que les documents présentés, ils sont tous un tout petit peu antérieurs à mes panneaux peints. Cette présence du signe, elle va disparaître au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. C'est plutôt caractéristique de la fin du Moyen-Âge et de tout début de la Renaissance. Il y a encore un signe sur le clavecin clavier. Et qui est de quelle date? 1677. Voilà, vous voyez. Donc une dernière... Signe avec une clochette. Oui. Avec deux. Avec une clochette. D'accord. D'accord. Juste une question autour de l'attribution. Célie-là, qui était souvent l'auteur attribué, il était plus connu à l'époque parce que je suis pas dans le domaine artistique, mais j'ai entendu qu'il y a certains peintres que pour vendre plus des œuvres, des choses comme ça, il se passe pour quelqu'un d'autre et après, des années plus tard, il découvre que c'était pas lui, il s'est passé pour quelqu'un ici qui pensait que c'était le cas. Alors, de toute façon, le fait de surévaluer une peinture, c'est permanent. À toutes les époques, pour vendre plus cher, on a souvent dit, ce clavecin a un couvercle de Rubens, et récemment, j'ai pu prouver qu'il n'y a aucun clavecin de Rubens conservé dont on puisse être sûr qu'il était peint par Rubens, par exemple. On manipule ces noms d'artistes à tort et à travers. On dit toujours que c'est un clavecin de Watteau, et c'est pas du tout Watteau, c'est d'après des estampes qui ont été réutilisées par des maîtres décorateurs. Et ça, c'est à toutes les époques. Ce que je constate, moi, quand je fais, et c'est pour ça que j'ai fait ce travail très fin, qu'est-ce qu'on dit à la fin du XVIIIe siècle, 1780, on parle de Polidoro da Caravaggio. Ça veut dire que les gens qui ont fait l'inventaire de cette collection princière avaient une petite idée de comment peigner cet artiste, avaient sans doute des tableaux de ce maître dans la collection Liechtenstein, et se sont dit, ça y ressemble beaucoup, et c'est plutôt valorisant, on va mettre ce nom-là. Vous voyez? Mais on voit bien que aucun de ces noms d'artistes n'existe pour la période contemporaine des tableaux. On n'a pas de mention au XVIe, ni au XVIIe. Les premières mentions, elles arrivent fin XVIIIe, vous vous rendez compte? Donc on voit bien qu'il y a un problème là, de toute façon. Si vraiment on était sûr de l'artiste, on l'aurait su par les tout premiers inventaires des Liechtenstein. Je pense que le décor d'un couvercle, à moins vraiment que ce soit un immense artiste, et c'est rarissime, je vous ai parlé de Rubens, je n'ai pas trouvé les deux décors de Rubens qui sont cités dans les textes au XVIIe siècle. Mais voilà, je pense que sur un instrument qui n'est pas un grand clavecin, sur une épinette, il y a peu de chances que ça soit un très grand artiste. Bon, là, on a le cas, j'avais montré Bronzino, qui était quand même un très très bel artiste, Bronzino, mais bon, c'est très rare. Voilà. C'est rarissime. Et je pense qu'en plus, ce décor est d'une complexité incroyable, puisqu'il y a 5 moments différents du duel de Marsyas et Apollon. Il n'y a pas une scène, il y en a 5. C'est un peu comme une bande dessinée dans un seul décor. Vous voyez? On a les 5 moments du duel. Il est d'abord en train de jouer devant Minerve. Ensuite, il est en train d'écorcher Marsyas. Ensuite, il y a un personnage ici qui écoute dans le sol. On est en train d'expliquer cette légende effrayante. Enfin, c'est inouï, quoi. C'est un tableau. C'est carrément une scène. C'est une vidéo. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on l'a conservé. C'était Bronzino et c'était complexe. Mais en règle générale, un décor d'épinette, c'est pas aussi mirobolant, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un joli meuble, mais c'est pas forcément un immense artiste auquel on passe commande. Il faut rester les pieds sur terre, quoi.
Vous avez dit que la première mention de ces deux panneaux, c'est 1712, c'est ça? C'est l'inventaire de 1712? Non, c'est 1767. 67, d'accord. Hein? Donc voilà, moi je crois avoir peut-être quand même fait le bilan de tout ce qu'on peut savoir sur ces deux morceaux de bois, si je peux le dire comme ça. Mais bon, pourquoi je vous ai proposé ce sujet? C'est parce que j'ai essayé d'être très méthodique et d'aborder chaque question, c'est-à-dire, voilà, matériellement, à quoi ça appartient comme objet, d'où ça sort. Ensuite, qui a pu le faire? Quelles étaient les sources d'inspiration de ce peintre? Vous voyez? Et on voit comme c'est compliqué, parfois contradictoire. Et on voit en même temps comment travaillaient les artistes. Hein, qu'est-ce qu'ils avaient sous la main pour se documenter. Donc je trouve qu'au plan d'un travail sur les images de la musique, voilà, c'est une proposition de méthode. Justement, je voulais te demander, d'après ton expérience, les erreurs d'attribution, elles sont dues principalement toujours aux mêmes erreurs de méthode, ou est-ce qu'il y a une infinité? Est-ce que on a bien vu comment tu déroulais cette méthode et on a l'impression que si on saute une étape, on peut facilement se fourvoyer. Est-ce que d'après ton expérience justement des attributions que tu as pu contester, est-ce que tu peux localiser à chaque fois grosso modo où se faisait chez les historiens de l'art, où se faisait l'erreur? Est-ce qu'il y avait une erreur dans le raisonnement? Est-ce que c'était un manque d'information? Et si tu as une erreur dans le raisonnement, justement, quelle était celle qui revient le plus souvent? Mais je ne sais même pas si c'est une erreur de raisonnement. Je pense, pour le vivre régulièrement, je vous donne un exemple. Au château de Thoiry, vous ne le répéterez pas, hein, mais au château de Thoiry, il y a non seulement un très beau clavecin que connaît très bien Jean-Claude, clavecin parisien du 18e, mais dans un salon pas très visité, il y a un petit bonhomme qui doit avoir 15 ans et qui joue un par-dessus de viol. Bon, ce tableau est très peu connu. Un jour, la société suisse des violistes suisses m'écrit en disant: Madame Gétraud, chaque année on fait une carte de vœux avec un tableau représentant un violiste. On fait ça depuis 10 ans. Cette année, on voudrait un texte pour ce tableau qui est au château de Thoiry. Est-ce que vous pouvez nous l'écrire? Alors je dis: ah oui, je ne connaissais pas ce tableau, c'est intéressant. Et me voilà en train de m'emparer de ce tableau. Bon, j'ai fait la même chose. J'ai essayé d'identifier l'instrument correctement, essayer de dater quand il avait pu être peint, qui pouvait être l'artiste, qui pouvait être le personnage représenté. Toujours la même démarche. Hein. Et mes conclusions, parce que j'ai même consulté Pierre Rosenberg, l'ancien directeur du Louvre, hein, qui a un œil incroyable, et je lui ai dit: voilà, monsieur Rosenberg, est-ce que vous croyez vraiment, comme ses possesseurs, que ça pourrait être un des frères Van Loo qui travaillait entre telle et telle date? Enfin, lui, il connaît ça par cœur. Et il me répond: impossible, parce qu'il connaît à fond la façon de peindre de l'artiste dont on avait prononcé le nom. Bon, alors, est-ce qu'il y a erreur? Forcément, les propriétaires ont dû montrer ça à un marchand de tableaux, à un expert qui vend à Drouot. Et ça se vend mieux si on dit que c'est un des frères Van Loo que si on dit: ah, on est incapable de mettre un nom. Bon, et moi je l'ai publié en me fâchant avec le propriétaire et avec la dame qui avait servi d'intermédiaire, en disant: quand même, vous avez vu, Gétraud, elle l'a déclassé. Elle l'a mis anonyme 18e, voilà. Ça arrive tout le temps. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent avoir quelque chose qui vaut plus que ce que c'est, forcément. Donc, c'est humain. Et on a ce problème dans toutes les questions d'attribution. C'est vrai pour le mobilier, c'est vrai pour les objets d'art et tout. Donc, c'est pas une question de méthode, tu vois. On revient à des enjeux économiques. Oui, absolument. Et souvent, ça fausse les points de repère. Je pense qu'il faut garder la liberté de se dire: bah, on ne sait pas, mais ça se rapproche beaucoup de... Et faire tout ce travail de comparatif fin,
Voilà. Et c'est vrai aussi pour attribuer les instruments de musique. Hein. Jean-Claude, il en fait. C'est son pain quotidien tous les jours. Est-ce que tel instrument est bien de Rückers, de tel Rückers ou pas? Ou est-ce qu'il est façon de, imitation de? C'est un immense. C'est pareil pour les manuscrits musicaux. Exactement pareil. Alors on a des critères externes, comme on dit, hein, c'est-à-dire le papier, les filigranes, l'écriture, l'impression, les types de caractères, et j'en passe, qui nous permettent de manière externe de dire ça c'est impossible, c'est un papier de 18e, donc ça colle pas, enfin vous voyez. Ouais, c'est par élimination aussi. Oui, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on puisse clore cette... Juste une remarque que je trouvais intéressante là pour l'ordre chronologique des attributions qui Florence vient de parler, c'est que ils ont commencé à attribuer des possibles auteurs bien dans l'époque, moi dans la musique que j'ai connue. C'était les débuts du romantisme où il me semble que c'est l'époque où ils ont commencé à se préoccuper avec l'attribution des ouvrages. Avant, les gens, apparemment, c'était pas vraiment quelque chose qui était important. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je crois que c'est vrai. Mais peut-être parce que le collectionnisme se développe très fort à partir de la fin du XVIIIe siècle. Hein, c'est le début aussi des tout grands premiers musées. Et du coup, on a tendance à vouloir valoriser, en fait, et donc à mettre des noms, des grands noms. C'est plus valorisant d'exposer un grand nom dans sa collection. Alors qu'on peut penser qu'au moment où les œuvres sont créées, les personnes qui commandent aux artistes, c'est surtout leur plaisir. C'est pas pour ce que ça représente comme coût financier. Vous voyez? Donc, c'est pas le même contexte en fait. Avant c'était pour l'ego, après c'était pour l'argent. Pas seulement l'argent, c'est ce que ça symbolise d'avoir pu s'acheter tel grand artiste. Vous voyez? C'est pas tout à fait le même raisonnement qu'un très grand mécène. Même si derrière il y a toujours un peu quand même l'enjeu, la réputation qui donne de la valeur. Oui, bien sûr que les grands mécènes de la Renaissance, ils voulaient à tout prix le plus grand artiste, évidemment. Mais je ne pense pas pour un objet comme ça, pas pour une épinette qui est dans le studiolo ou la chambre à coucher du musicien, quoi. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Et rendez-vous, j'ai plus la date de la prochaine séance en cours, mais ce sera fonctionner prochainement, c'est déjà sur le site, je crois.